Bonjour tout le monde et bienvenue sur Légende Business, aujourd'hui avec Philippe qui est inspecteur à l'URSSAF, qui va nous raconter les choses qu'il a vues les plus incroyables. L'URSSAF, c'est ceux qui récoltent les cotisations sociales. T'as eu des menaces de mort quand il y a des mecs qui te reconnaissent? Oui, un jour un 4x4 m'a foncé dessus et je me suis jeté dans le fossé et j'aurais pu mourir sur le coup. Et quand je descends, il y avait un grand panneau sur le pare-brise, tire-toi vite. Suite à tout ce qui m'est arrivé, j'ai été le premier inspecteur en France à avoir un gilet pare-balles. Est-ce qu'on t'a déjà demandé de te taire sur un contrôle de quelqu'un de connu? Ah oui, bien sûr, oui. Carrément au plus haut sommet quasiment de l'État, quoi. Et puis un jour, le proc qui m'appelle et me dit non, il faut tout arrêter parce qu'en fait, ce monsieur vient d'être nommé ministre, donc... Et du coup, t'as arrêté, ouais. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Légende Business, aujourd'hui avec Nicolas qui a créé une société qui s'appelle Abi, qui permet d'aider les indépendants, les entrepreneurs, ceux qui ont des très petites entreprises ou moyennes entreprises, à gérer l'administratif, à gérer l'URSSAF, les impôts, à faire les factures aussi. Il y a plusieurs formules de 0 à 35 euros par mois et ça vous permet d'être vraiment dans les clous parce que petit à petit, vous allez être obligé de recevoir et de pouvoir envoyer des factures aux impôts avec des plateformes agréées. Et donc, c'est une plateforme agréée, va nous expliquer tout ça. On aura d'ailleurs tout à l'heure Philippe qui est inspecteur à l'URSSAF, qui va nous raconter les choses qu'il a vues les plus incroyables. L'URSSAF, c'est ceux qui récoltent les cotisations sociales. Il va nous raconter, donc lui, il lutte contre le black, contre ceux qui sont payés en cash. Il va parfois faire des contrôles inopinés dans des sociétés, vous allez voir, pour carrément bloquer les sorties avec la police. Il va nous raconter. On entend souvent parler de l'URSSAF, on ne sait pas comment se passent les contrôles d'URSSAF, quand ils contrôlent des boîtes de nuit, quand ils contrôlent, vous allez voir, parfois des boîtes très border, avec certaines qui ont carrément équivalent ils pourraient être accusés d'esclavagisme, où ils ont dans des granges des gens illégaux qui dorment là, qui n'ont pas de toilette, vous allez voir, pas de douche. Ils ont vu vraiment des choses incroyables, à tel point qu'il a mis le doigt dans des réseaux. Il s'est même fait menacer de mort. Des gens qui ont été frappés autour de lui. Il y a eu des grosses menaces, à tel point qu'il en a fait un burn-out. Donc il va nous raconter son parcours aussi de contrôleur à l'URSSAF. Mais juste avant, je voulais vous rappeler que vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube avant de commencer. Et sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Podcast. Vous pouvez nous suivre, les amis, en podcast audio, si vous voulez, comme chaque semaine, mercredi, vendredi et dimanche, nous suivre en version audio sur Légende. Et c'est parti maintenant avec Nicolas de Abi sur Légende. On y va. Salut, moi c'est Nicolas, cofondateur de Abi. Ma passion, c'est l'entrepreneuriat et j'ai la chance de diriger avec mes associés une boîte qui en accompagne des dizaines de milliers. Et je suis là pour vous raconter notre histoire. Eh ben, bienvenue Nicolas, je reprends le clap. Bienvenue à toi, de Nancy, Merci. Hein, c'est ça? De Nancy, ouais. On embrasse les amis qui sont dans l'Est de la France. On va avoir un inspecteur de l'URSSAF tout à l'heure qui va venir nous raconter ce qu'il a vu de plus incroyable tout au long de sa carrière. Vous allez voir, il a eu une grande carrière à l'URSSAF et il a vu beaucoup de choses. Il a fait des contrôles, vous allez voir, carrément dû bloquer des patrons, des salariés payés au black qui sortaient par derrière, etc. Vous allez vivre de l'intérieur ce que vivent les inspecteurs de l'URSSAF. On n'imagine pas, quand on est salarié, quand on est entrepreneur ou patron, on doit déclarer les salaires en France, si vous nous écoutez de l'étranger. On doit déclarer chaque mois pour payer des charges, en gros, qui servent à payer plein de choses. L'URSSAF, il récupère de l'argent pour la Sécu, d'ailleurs, pour la retraite, le chômage, tout. la retraite, etc. Et donc, on a un devoir de déclarer, en tant que patron, ses salariés. Il y en a qui le font, il y en a qui le font à moitié, qui payent un peu au black, c'est-à-dire payés en liquide, en argent, en cash, et d'autres qui ne déclarent pas du tout leurs salariés, qui payent tout en cash. Et du coup, ça, c'est illégal. Et parfois, il y a des descentes de l'URSSAF dans certaines boutiques, et il y a des boîtes où il y a carrément des salariés qui dorment dedans, au sol. Ils ont vu des trucs exceptionnels. J'imagine. Toi, tu as dû en voir beaucoup aussi. Toi, tu vois beaucoup de facturations passer. Tu as créé Abi avec tes 3 amis d'enfance. Oui. Vous l'avez créé il y a quelques années, ça marche très fort. Pour la simple et bonne raison, déjà, c'est bien fait. J'espère. Vous avez combien d'entrepreneurs qui l'utilisent aujourd'hui? C'est Plus de beaucoup. 100 000. Plus de 100 000 déjà. Ouais. Et alors, c'est très important, c'est que vous aidez à non seulement faire les facturations, à partir du mois de septembre 2026, depuis le mois de septembre 2026, sachez que vous ne pourrez plus ne pas envoyer la facturation automatiquement et la déclarer, c'est ça? En fait, il faudra avoir une plateforme comme nous. C'est obligatoire, en fait. Pour
d'abord recevoir, puis être capable d'émettre des factures électroniques. Nouvelle grande règle qui concerne absolument toutes les entreprises. Qui n'existait pas avant. Pas du tout. Et ça, donc c'est très important. Donc en fait, c'est-à-dire qu'un entrepreneur, il va avoir, je sais pas, son TPE, vous allez facturer 10 € une glace, vous êtes marchand de glace, vous facturez 10 € la glace, ça envoie directement à l'URSSAF. Comment ça marche ? C'est quasiment comme ça. Alors, pour les particuliers, on n'envoie pas une facture électronique, mais on va envoyer un récap à l'administration fiscale de tout ce qu'on a facturé aux particuliers. Et donc, ça rentre justement dans le cadre de la facturation électronique. Et quand on facture des entreprises, là, on crée une facture électronique. Et alors, le truc magique, c'est que l'entreprise en face, elle va la recevoir automatiquement. C'est fini les papiers volants, la comptable qui t'appelle à la fin du mois pour te dire mais il manque 10 justifs. C'est fini parce que c'est illégal, quoi. Et puis surtout, ça va être automatique. Quand tu vas aller au resto avec ton équipe, il va falloir que tu donnes ton numéro de sirène et automatiquement, le resto, il va t'envoyer la facture. Donc, tout va être fléché quasiment automatiquement. Il faudra donner quand... Ah bon ? Ouais. Quand tu payes avec ta carte de boîte, ouais. Au restaurant, il faudra donner son sirène direct. Ouais, exactement. En fait, ça va pas être si compliqué que ça. Hein. Non, en fait, on va s'y habituer. Ouais. L'Italie a beaucoup d'avance. En fait, ce qu'on voit, c'est qu'en général, les entrepreneurs ont des QR codes. Et donc, tu donnes ton QR code à la personne qui te fait payer et automatiquement, c'est redirigé vers ta boîte. Il y a beaucoup de Français qui sont payés au black. Aujourd'hui, est-ce que tu penses qu'il y en a encore beaucoup ? Honnêtement, moi, je viens de la campagne. On en a vu plein, des artisans. On en voit encore plein aujourd'hui. Sur certains corps de métier, ça reste une pratique qui est plus courante. Je veux dire, plus courante que dans certains autres corps de métier. Je dis pas non plus que c'est généralisé. Il y a plein de gens, et d'ailleurs la majorité font les choses très très bien, mais il y a toujours des gens qui essayent de... C'est comme ce qu'on se disait tout à l'heure, hein, personne n'a vraiment envie de donner de l'argent sans contrepartie directe, même si ça aide un système complet. Hein. Et donc forcément, il y a des gens qui sont tentés de contourner un peu. On va faire venir dans un instant Philippe, qui est inspecteur... à l'URSSAF, qui était inspecteur à l'URSSAF. Comment tu décrirais ta boîte aujourd'hui, si vous ne connaissez pas du tout, avant qu'on fasse venir Philippe, qui est inspecteur à l'URSSAF ? Nous, notre métier, c'est de faire ce que les gens ils n'ont pas envie de faire, en fait. De leur permettre de faire tout l'administratif, le truc qui prend la tête. Puis en plus, c'est des gens qui sont seuls. Donc en fait, notre métier, c'est de rendre accessible, simple, trivial, pour n'importe qui, quelles que soient ses origines, sa culture, son éducation, ses moyens, la capacité de gérer une boîte en France, dans un système qui en plus est un peu compliqué, on le sait, même s'il y a quand même plein de choses en place. Nous, vraiment, c'est ça. On accompagne ces entrepreneurs, ces gens qui ont envie de vivre de leur métier, de leur passion, au travers de la facturation, la compta, les taxes, etc. Pourquoi tu dis la majorité sont seuls ? Notre métier à nous, c'est les travailleurs indépendants. Les freelance, par exemple, ouais, quand t'es en freelance, ça marche. C'est exactement ça. C'est les entrepreneurs qui soient... c'est pour les statuts en micro-entreprise ou en société, ces gens qui ont une activité, qui sont seuls, allez, un stagiaire, mais c'est vraiment des gens qui vivent par eux-mêmes. Leur client vient parce qu'ils se sont levés le matin, ils l'ont trouvé. L'argent tombe parce qu'ils ont facturé le client, parce qu'ils ont rendu un service ou vendu un produit qui a une valeur. Et donc, vraiment, c'est ça, notre métier, c'est d'accompagner ces gens qui font ça seuls, tu vois, qui ont ce courage de se lever tous les matins et de faire ce truc par eux-mêmes. Et de faire tourner la France. Quoi. Et de faire tourner la France. Et donc, oui. C'est quasiment 2/3 des entreprises qui produisent de la valeur en France sont des travailleurs indépendants. Et quand tu disais les choses qu'on n'a pas envie de faire, vous faites plusieurs formules, il y en a à 0 €, c'est gratuit. C'est moins cher que gratuit. C'est-à-dire que le premier, vraiment, c'est ça. J'ai regardé sur votre site, c'est gratuit. Après, c'est 5, 7 ou 8 €. Il y a plusieurs formules. Qu'est-ce que vous faites comme service gratuitement ? Nous, le B.A.B.A. gratuitement, on fournit la facturation. Ça tombe bien, facturation électronique. On permet aux gens de faire des devis, des factures, de les télécharger. Et donc, en plus, avec la facturation électronique, leurs clients vont les recevoir automatiquement. On leur permet même de tenir leur livre des recettes. Tout ça, c'est gratuit. Et en fait, ce qu'on a fait, ce qu'on se dit, c'est le B.A.B.A. Il faut que tout le monde puisse y avoir accès. Et tout autour, on est venu positionner les fonctionnalités avancées, les trucs qui facilitent la vie, qui sont pas obligatoires. Quand tu payes, t'as quoi en plus ? Eh ben, t'as la relance automatique de tes clients. Pour les factures à payer. Si on ne paye pas, oui. Et nous, on va contacter les gens eux-mêmes. Nous-mêmes, pardon. On va leur permettre de designer leurs factures. Il y a un moment dans ton exercice, tu as envie d'avoir un peu de personnalité. Ouais. On va leur permettre de mettre en place de la facturation récurrente. On va leur permettre de déclarer leur URSSAF. Ah, directement ? Très important. Ça, c'est chiant à faire. Hein. Ouais, et on est un partenaire officiel. On a un vrai partenariat officiel avec l'URSSAF, où en fait, les entrepreneurs peuvent gérer toute leur facturation, leur compta chez nous.
Et en un clic, en décidant de ce qu'ils envoient, hein, nous, on fournit le logiciel, ils peuvent déclarer le chiffre d'affaires réalisé sur le mois, le trimestre, et on calcule même automatiquement combien ils vont devoir à l'URSSAF pour qu'ils puissent mettre de côté, par exemple. Toi, t'es auto-entrepreneur depuis 10 ans. Avant de faire cette boîte-là, tu as été entrepreneur pendant 10 ans, tu as 30 ans aujourd'hui, et tu as grandi dans un village, tu dis, de moins de 50 habitants près de Nancy. Oui, en fait, à une bonne heure de Nancy, en gros. Moi, je viens de la campagne, et d'ailleurs, 3 de mes associés, on vient du même coin de campagne. Hein. J'ai grandi déjà avec un peu... notre génération, on voyait les États-Unis, c'était vraiment... on parlait beaucoup de l'American Dream, et donc j'ai toujours été très... passionné de voir ce qui se faisait en digital. Je me souviendrai toute ma vie, un jour, je vais chez les voisins en face de là où j'habitais, et il y a le fils des gens qui sont là, qui est dans sa chambre. Je vais le voir, il avait 5-6 ans de plus que moi. Je rentre dans sa chambre, et là, je vois un écran. En plus, c'était grand par rapport aux écrans de l'époque. Aujourd'hui, c'est une taille normale, mais il était grand. Et là, je vois des lignes de code. C'est fond noir, des trucs écrits en blanc avec un peu de couleur à droite, à gauche. Et à sa droite, un écran avec un site web affiché. Et je me suis dit, putain, c'est magnifique. Le mec, c'est un créateur. Il maîtrise le truc, il tape des lignes de code. Et ça fait un site. site. Et ça se matérialise. Et là, je me suis dit, ouais, c'est absolument incroyable. C'est comme ça que ça démarre. Toi, tu as acheté ton premier ordinateur à 12 ans, passionné, un peu geek. Qu'on comprenne, parce qu'on lance pas, vous avez 30 ans, ça fait 5 ans que donc tu l'as lancé à 25 ans, ta boîte, aujourd'hui ça marche très fort, vous êtes quasiment même un peu plus de 30 aujourd'hui. Vous faites quoi comme chiffre d'affaires? Il y a 100 000 clients, vous faites quoi à peu près? Alors on accompagne 100 000 entrepreneurs, du coup il y en a qui sont en gratuit. Et il y en a qui sont payants. Et il y en a qui sont payants évidemment, et on fait 5 millions d'euros de revenus annuels. Donc vous faites, c'est une grosse progression là. Dans les dernières années, j'ai vu. On fait x2 chaque année, 100% de croissance chaque année, probablement un peu plus du coup avec cette année sur la facturation électronique. Mais ouais, on double chaque année notre revenu. Donc c'est que c'est bien. J'imagine que c'est bien, et nos clients le disent. Si tu regardes aujourd'hui en ligne, tu vas voir un peu les avis. Ça s'appelle Abi, ABBY. Je vous mets le lien dans la description si vous voulez aller voir, essayer. Vous pouvez cliquer, il y a des promos en ce moment en plus sur les forfaits. Voilà, c'est des forfaits mensuels, il y en a à 0 €. Vous pouvez prendre le forfait directement gratuit pour essayer déjà avec les facturations. Puis après, si vous avez besoin de débloquer plein de choses, on en parlait avant, même les déclarations automatiques à l'URSSAF, pour les débloquer, vous avez payé entre 5 et 8 €, 9 € en fonction des formules pour commencer. Vous avez plein de trucs dessus. Exactement, sachant que même on offre le meilleur forfait pendant 15 jours. Donc les gens peuvent vraiment essayer toutes les fonctionnalités pendant 15 jours. Tu es parti travailler pendant ta 4e année d'études, toi, tu vas faire une école d'ingénieur, après tu vas partir aux États-Unis, tu vas te retrouver à la Silicon Valley à un moment donné. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Qu'est-ce que tu vas voir? Qu'est-ce que je vais faire? Je suis ingénieur pour une petite start-up qui est basée à Sunnyvale, une des villes de la baie de San Francisco qu'on appelle plus communément la Silicon Valley. J'ai la chance d'habiter, de trouver une petite chambre chez l'habitant à Cupertino, qui est la ville d'Apple, où on retrouve le fameux Circle, tu sais, leur siège social absolument énorme. Le siège rond, là, qui est un énorme... je crois que le bâtiment coûte... c'est en milliards. Hein, mais c'est sublimissime, Oui, c'est magnifique, et tout autour, tu vois, c'est tout la forêt, le quartier... non Quand tu es dedans, tu vois que des arbres au centre. Il y a beaucoup d'arbres, beaucoup de végétation, ils ont un terrain énorme. Et en fait, quand tu passes des deux côtés, tu as l'impression qu'il y a des kilomètres. Tu te retrouves d'un village de 50 habitants, c'est intéressant de voir les parcours d'entrepreneurs, d'un coup, à bosser là-bas et à voir ça. C'est l'informatique qui m'amène là-haut, clairement. C'est cette envie de voir le digital. Tu vois, c'est vraiment cette passion pour... on vit dans un monde quand même qui est beaucoup porté aujourd'hui par le digital. Tout passe par ça. Et en fait, écoute, je me souviendrai toute ma vie quand mon père m'a expliqué comment fonctionne un CD. Et m'a dit, c'est des bosses et des creux. Et en fait, ça permet d'encoder... microscopique. Exactement. Ça permet d'encoder de la donnée. Un 1, un 0, un 1, ça forme un nombre. Et grâce à ça, l'ordinateur, il fonctionne. Et je me suis dit, mais c'est quand même assez incroyable de voir ça, et ça part de là. Hein. Et qu'est-ce que tu as vu, pour terminer sur la partie américaine, et ensuite on va revenir à l'URSSAF, et vous allez voir ce que notre ami Philippe, qui va venir dans un instant, qui était inspecteur, a vécu, c'est fou. Qu'est-ce que tu as vu aux États-Unis sur la manière de travailler? On parle d'entrepreneuriat, là. Déjà, il y a un truc sur la mentalité des gens. L'argent est beaucoup moins tabou qu'ici, mais vraiment beaucoup moins. Tu peux discuter avec quelqu'un. Alors, ce qui peut être un peu sensible avec les gens avec qui t'es pas proche, c'est de demander ce qu'ils font dans la vie. Parce que t'es quand même dans un endroit où la réussite est énormément promue,
et demander à quelqu'un qui n'est pas au plein potentiel de sa vie ce qu'il fait dans la vie, des fois, ça peut... les gens sont pas forcément à l'aise. Donc, t'attends de connaître quand même un petit peu les gens. Et en fait, dès que tu connais quelqu'un, mais il n'y a pas besoin d'être super pote, hein, tu peux parler d'argent. Tu peux parler de la vie, tu peux parler de ce que tu fais dans la vie, de ce que t'aimes, de ce que t'aimes pas. Les gens sont très ouverts et très enthousiastes. Il parle d'échecs, hein. Tu disais, Ouais. c'est pas du tout la même manière qu'en l'échec. France. Absolument aucun problème avec l'échec. D'ailleurs même, moi je me souviens de cette histoire où j'ai mon cousin qui vit là-haut et sa femme me dit mais moi j'ai bossé pour un mec, c'était sa 3e boîte, il avait levé 150 millions répartis sur les 3 boîtes et la 3e était sur le point de se cracher. Et en fait le mec est connu parce que il a monté des choses qui fonctionnent ou pas, il a échoué mais il a échoué en apprenant. Et donc ça fait un CV magnifique en fait pour eux dans la Silicon Valley. L'échec fait partie de l'apprentissage et en fait si tu as échoué 3 fois, il y a fort à parier que la 4e, tu vas pas reproduire les erreurs du passé. Les salaires sont différents? Ouais, énormément. En France, quand tu es ingénieur, le salaire de départ, ça dépend des boîtes, hein, mais ça va tourner ça va être large, mais 35, 40, peut-être 50 000 pour les bonnes écoles d'ingé par an, ouais, bien sûr, brut. Aux États-Unis, tu es entre 100 et 150, en tout cas là où moi je travaillais. Et si tu sors d'une très bonne école, dans une très belle boîte, ça peut même aller bien au-delà de ça, même si c'est quasiment ton premier emploi. Après, t'as pas de sécu, t'as pas de chômage, il y a d'autres avantages. Il n'y a pas de chômage aux États-Unis, en tout cas, surtout quand tu es dans nos métiers. Il n'y a vraiment pas de chômage. Tu peux aller de boîte en boîte sans jamais arrêter de bosser. Ouais, il y a pas de chômage. C'est pour ça que les salaires sont plus élevés. Et pour la sécu, en fait, c'est ça, comme il n'y a pas de chômage. Pourquoi il n'y a pas de chômage? Parce qu'en fait, il y a de l'emploi. Et d'ailleurs, les boîtes américaines là-haut cassent en partie le marché de l'emploi dans certains pays européens, notamment certains pays de l'Est, parce qu'ils vont offrir des salaires qui sont mirobolants par rapport à ce qu'on peut se permettre dans des boîtes européennes. Et donc forcément, ça... Tout le monde part travailler aux États-Unis, quoi. Ou alors travailler en remote. Parce que le remote... À distance. Moi, j'y étais à distance. Quand j'y étais en 2018-2019, il y avait déjà des boîtes qui avaient des pôles de dev, d'ingénieurs, de relations clients, qui étaient à distance en Europe et d'autres pays. Tu vas revenir parce que tu l'avais promis à tes parents. Ouais. Tu vas quitter les États-Unis, dans lesquels tu te plais plutôt bien, non? J'y retournerai. L'une des plus grandes tristesses de ma vie, c'est quand je m'assois dans l'avion au retour et je me dis putain, c'est fini. Tu quittes au bout de combien de temps? Je suis resté plus de 6 mois. Ouais. J'y suis retourné depuis. Et vraiment, en fait, quand je suis arrivé, je me suis dit ok, je recommence une nouvelle vie. Je me refais des potes, je me refais une culture, j'ai envie d'être imprégné, de baigner dedans. D'ailleurs, ça m'a permis d'apprendre l'anglais vraiment très vite. Et au moment où je m'assois dans cet avion, je me dis, c'est fini. Et là, très dur. Vraiment très dur, mais j'avais dit à mes parents que je rentrerais en France. Puis au final, c'est peut-être la plus belle opportunité de ma vie, parce que je suis revenu bosser avec mes associés aujourd'hui. Avec tes potes d'enfance? On a repris là où on en était, en fait. Comment est-ce que vous vous levez un matin, vous avez 25 ans, et vous dites on va faire des déclarations d'URSSAF? C'est pas le truc le plus sexy sur le papier. Ah bah non, clairement pas. Hein. Si on te demande quand t'es gamin si t'as envie de faire de la compta ou de la paperasse, forcément... non, mais tu te dis pas que tu vas monter une boîte là-dedans au départ. Et c'est là où vous avez été... En fait, ce qui se passe, c'est... On a été opportunistes. On a pris les opportunités petit à petit et on a fait ce qu'on savait faire de mieux. Au tout début de nos études, on devient nous-mêmes travailleurs indépendants. Avec cette anecdote où au début, je me suis dit que j'allais facturer pour tout le monde. Puis en fait, comme je déclare tout, je perds mes aides. Quand t'es étudiant, c'est cool quand même d'avoir un peu d'APL. Et donc, je leur dis, mais non, mais les gars, c'est plus possible. Maintenant, il faut créer vous-même vos activités. Pendant quasiment toutes nos études, on est indépendants. On travaille avec nos entreprises, ensemble sur certains projets, séparément sur d'autres, avec nos propres clients. Et en 4e année, je finis par bosser pour cette fintech. Donc, j'apprends quand même beaucoup de choses. C'est quoi une fintech? Une fintech, c'est une boîte de tech dans la finance, littéralement. Même pour imager un peu mieux le truc, hein, c'est la boîte dans laquelle j'ai travaillé, leur métier, c'était de permettre de payer en cash en ligne. Sur papier, un peu compliqué. Et en fait, le concept, c'est que tu vas chez des partenaires de cette entreprise. Tu achètes des partenaires, c'est des Subway, CVS, la pharmacie aux États-Unis, Dollar General. Ils servent de caisse, quoi. Ouais, et en fait, c'est exactement ça. Tu peux acheter des cartes prépayées, comme des cartes cadeaux en France. Et avec ces cartes, tu peux payer en ligne chez les marchands, les vendeurs partenaires de la boîte dans laquelle je bossais. Voilà ce qu'ils faisaient.
Et donc, tu reviens en France, vous lancez cette boîte, parce que tu dis que tu es opportuniste, tu vois qu'il y a un problème de déclaration d'URSSAF, de facture en ligne, de tout ça? En fait, on voit le problème parce que nous-mêmes, on a été entrepreneurs. On connaît le marché. Mes associés, ils ont travaillé pour un acteur historique de la compta en ligne. Grosse expérience technique là-dessus. Et en fait, d'ailleurs, notre première activité, quand je reviens en France, c'est plutôt de travailler pour les autres entreprises. On fait de la prestation logicielle, des apps mobiles, des apps web, des sites web, des sites e-commerce, vraiment tout un tas de choses. Et en fait, au bout d'un moment, on en a marre de bosser pour les autres. C'est vraiment le déclic, c'est ça, on en a marre de donner, nous, ce qu'on aime aux autres et en fait de voir ce que les autres en font, alors que nous aussi, on a envie de faire du marketing, faire de la relation client. Et donc, on se dit, OK, on va prendre tout ce qu'on sait faire de mieux, en sachant que si tu regardes le marché aujourd'hui, notre marché à nous, il y a énormément d'acteurs. Facturation, des entreprises de facturation, il y en a plein. Mais en fait, si tu regardes toutes les entreprises, leur métier, c'est d'accompagner les TPE-PME. L'entrepreneur qui est seul, qui représente, comme on a dit, plus de 60% des entreprises qui produisent de la valeur. Cet entrepreneur qui est seul, jusqu'à 2021, il était contraint systématiquement de consommer des solutions, des services, des produits qui étaient à destination d'entreprises beaucoup plus grosses que la sienne. Donc tu payes plus cher pour utiliser 10% de ce qu'on te met à disposition. En fait, notre vision, c'est ça, c'est de dire, les gars, on va faire un truc qui va permettre à ces gens-là qui sont seuls, qui vivent de leur passion, de tout gérer tout seul, que ce soit simple. Et pas cher. Et pas cher. Et d'ailleurs, même Abi, on lance, c'est 100% gratuit. Hein. Il y a, au début, sur la première année, il n'y a pas de prix. Il n'y a même pas de prix. Et on s'est dit, on verra plus tard. Bon, c'est pas forcément le meilleur conseil que je puisse donner, mais on s'est dit, on verra plus tard. Pourquoi vous l'avez appelé Abi ? Écoute, c'est rebondissement. On brainstorm, comment on va appeler notre boîte. Ne sort pas une histoire marketing, il sort une vraie histoire. Ah non, vraie histoire. Hein. Et donc, il y a le mot ability qui sort. Ability, et moi j'aime bien Ability, tous les quatre on aime bien Ability, tu sais, tu vois, on donne cette compétence aux entrepreneurs de gérer leur activité. Et le problème, c'est qu'on nous dit, ouais les gars, si on veut toucher du monde, une marque en théorie c'est 3 syllabes max. Bon bah on a contracté Abi. Et en plus, il y a cet avantage de personnifier. Et le coup de bol dans l'histoire, c'est que Abi, tout le monde connaît le prénom, mais t'as pas vraiment de référence ultra forte d'un prénom Abi. C'est pas très français, en général, autour de nous. Il y en a peu. Exactement. Et puis, il n'y a pas de méga star ou méga production dans lesquelles il y a du Abi à gogo. Il y en a un petit peu, suffisamment pour que les gens connaissent le prénom. Et donc, on retient bien notre nom. Coup de bol. T'as été en coloc avec tes associés, ouais. C'est-à-dire que t'étais la journée avec eux, la nuit avec eux. Quoi. Mais ça fait quasi 12 ans, on est tous les jours ensemble. Tous les jours. Et ça fonctionne bien. Mais en fait, c'est peut-être la première fois que je le dis comme ça, mais honnêtement, on s'aime. Tu vois, dans la vie, t'as la famille dont t'as hérité et t'as la famille que tu te crées. Et en fait, tous les quatre, on a vécu une quantité de choses phénoménales ensemble. On a vécu des trucs fantastiques, notamment quand ils sont venus me voir aux États-Unis. On a voyagé, on a été à Vegas. Tu vois, on a fait des trucs vraiment incroyables tous les quatre. On a vécu probablement nos meilleures expériences ensemble. Et puis en même temps, bah, la vie, tu sais, des fois, elle te rattrape. Elle te rattrape quand t'es entrepreneur. Des fois, c'est dur. Donc ça, tu le vis ensemble. Et quand t'arrives à franchir ce truc de c'est dur, tu prends des claques, tu tombes, bah forcément, ça solidifie les liens. Et puis, il y a nos histoires personnelles. On est tous différents. On vient peut-être tous les quatre de Lorraine, un peu de la campagne, mais en fait, on a tous les quatre une histoire complètement différente. Et c'est quand t'es là, les uns pour les autres, au bon moment, que ça fonctionne, que ça importe. Et en fait, 12 ans que ça marche. Incroyable. Tu vois les facturations, du coup, t'as un peu tu pourrais presque nous donner un sondage, on pourrait faire un sondage avec toi exhaustif. C'est-à-dire, quels sont les métiers que tu vois le plus et qui rapportent bien en tant qu'auto-entrepreneur ? Alors, il y a un segment de notre marché qui marche très bien, c'est le service, le marché du service, le freelance. C'est en plus en général le service digital, mais pas que, le consultant, le designer, le traducteur, le développeur. Tu vois, c'est vraiment ces métiers en général un peu digitalisés. Ça c'est vraiment un secteur qui est très porteur. Toi qui vois les facturations, quel est le métier qui rapporte beaucoup sans qu'on ait de grands diplômes ? Où tu te dis, tiens, ça, si un jour
mes enfants, si un jour tu as des enfants, ou je sais pas si tu en as d'ailleurs. Non, j'ai pas Si d'enfant. tu en as plus tard et qui te disent tiens papa, est-ce que tu penses que ça c'est une bonne idée? Qu'est-ce que tu leur conseillerais, tu vois, sans diplôme, hein, je parle. Sans diplôme, Oui. IA. IA. Aujourd'hui, tu ouvres un navigateur, tu vas sur, quelle que soit l'IA, hein, on les connaît, tu vas sur n'importe laquelle et tu peux te lancer comme ça. Il suffit d'avoir envie, de prendre le temps. Ça prend du temps, il n'y a rien de gratuit. J'imagine que tu le sais, entreprendre c'est dur. Mais aujourd'hui, sans avoir de diplôme particulier, sans avoir d'expérience particulière, je pense que ce qu'il y a de plus porteur et de plus accessible, c'est ce monde-là. Parce que la connaissance, elle est à une phrase. Une phrase avec ton clavier, entrée, et tu sais. Et tu peux redistribuer, tu peux vanter une expertise. Quels sont les métiers les mieux payés que tu as vus avec les facturations? Quand vous gérez 100 000 personnes qui facturent, tu vois? Il y a, dans les métiers de la tech, inévitablement, ça marche très bien, ce qui est un peu plus généralisé. Ensuite, il y a des métiers un peu plus de niche. Quoi les métiers de la tech? Alors, les métiers de développeur. Développeur, c'est vraiment, tu vas travailler pour des entreprises, tu fais des développements spécifiques. Ça, c'est le genre de métier qui peut commencer à rapporter. Pareil dans l'IA, je pense que même on a franchi encore un cap. Un vrai consultant, un vrai expert sur le déploiement de solutions IA en entreprise. Ça, je pense que là, ça commence vraiment à très, très bien gagner si on est bon, si on fait les choses bien. Et puis ensuite, tu as des métiers plus de niche. Tu as les métiers un peu plus inhabituels. Écoute, moi, en belle facturation, j'ai vu par exemple quelqu'un qui fait des poupées. Mais pas les poupées que tu peux voir pour des enfants ou des poupées de collection. Pas des jouets? Non, je parle plutôt de poupées d'ordre plus personnel, privé. Pour adultes. Ouais, des poupées pour adultes et du très haut de gamme et donc qui coûtent très cher. On a... Et ça, typiquement, tu fais la facturation pour une boîte qui fait ça et ça rapporte très bien? Ah ouais. Ah bah ouais. Ah là, on parle de quelqu'un qui a une boutique qui vend des produits haut de gamme. Ah oui, ok. Et en fait, dans tous les secteurs, hein, quand tu fais du haut de gamme, en général, si c'est du bon produit bien, vraiment haut de gamme, ça paye toujours très bien. Mais ça existe, hein, des reportages à la télé sur ces sujets. Il y a des produits, ça commence à devenir vraiment très spécifique. Tu peux avoir plein de demandes et donc très vite, tu peux bien gagner ta vie. Bon, après, il faut réussir à le faire. Hein, bien sûr. Tu vas avoir aussi les sites un peu plus populaires en ce moment, les OnlyFans, Mime. Toi, t'en as des gens qui sont dessus et qui facturent avec et gagnent vraiment bien leur vie, ces gens? Ouais, en tout cas, on voit pas tout. Hein. On n'est pas branché sur les comptes de nos clients à analyser qui fait quoi. Mais, non, mais tu vois les factures. Y a certaines personnes avec qui on a échangé. Moi, pendant plusieurs années, j'ai fait le support client moi-même. Donc, j'ai vu des trucs. Et donc, oui, il y a des modèles mimes. Ouais. Et puis, alors, les agents aussi gagnent excellemment bien leur vie. C'est-à-dire, attends, donne-nous des fourchettes qu'on imagine. Des gens qui font des dizaines de milliers d'euros chaque mois avec ce métier. Et même si on parle que des agents. Hein. C'est OnlyFans, c'est anglais et Mime, c'est français, c'est ça? Je crois que c'est ça. ça. Des deux, hein. OnlyFans, ça doit être américain. C'est quoi, je vais si ça vous chauffe, je vais inviter le patron de Mime. Je pense que c'est une bonne idée, ça plaît aux gens. En tout cas, de comprendre ce qui se passe dans les coulisses, d'où ça vient, je pense que ça intéresse. C'est intéressant de savoir ça. Des plateformes comme ça, OnlyFans, Mime, plateformes qui vendent aujourd'hui des cours de cuisine, mais pas que. Il y a toujours le truc cours de cuisine, ça fait. Il n'y en a pas beaucoup qui ont ça. Non, mais c'est intéressant de poser. Des cours de cuisine? Ah, mais bien sûr, il y a des masterclass dessus. À la base, c'était ça. Ah, wow, et après, t'en as qui ont dit, tiens, je vais mettre des photos de moi nus, puis après, je vais vendre des sextapes, et ça, c'est un peu le départ. Si je dis pas de bêtises, hein, dans mes souvenirs, dans les reportages que j'avais vus, ils disaient que ça avait commencé propre, et c'est après, petit à petit. D'accord, ok. Et ils se sont rendus compte que 99,9% des bénéfices. Donc, vous savez quoi, je vais l'inviter, il acceptera s'il veut, mais il n'y a pas de raison, et on lui posera les questions. Très bonne idée. Excellente idée. Si quelqu'un peut le noter en régie, me le rappeler à la fin de l'émission, je le ferai tout à l'heure. D'ailleurs, en parlant de sites pour adultes, en préparant l'émission, j'ai aperçu des pubs. Enfin, comme quoi vous auriez fait des pubs pour habits sur Pornhub. Ouais, exact. En fait, quand tu te lances, tu veux tout essayer. Je crois que un des trucs qui nous caractérise avec mes associés, c'est... on n'a pas vraiment de plafond de verre, tu vois. On est prêt à essayer des choses en restant moral, hein, évidemment, mais c'est naturel. Enfin, tu vois, Et donc, on s'est dit, OK, on va essayer. Et donc, c'était juste avant les films? Juste avant... Ouais, oui. Mais en fait, c'est très simple. C'est comme T'es sur collé YouTube. à un film porno? Ouais.
C'est comme sur YouTube, t'as une régie publicitaire. Il y a une pub pour l'URSSAF et moi. Exactement. Et on a fait une pub. Et en plus, Tu je la peux trouve désexciter géniale. les gens à ce moment-là. Ah bah. Hein. C'est vraiment, t'arrives sur le. Mais pour l'anecdote, il y a 2 choses intéressantes, c'est que ça marche pas. Ça marche pas. Bah non, on Ah, a c'est vite pas le moment arrêté, où on n'a t'es- jamais réussi. Et tu les as vus les pubs? T'es sûr qu'ils y étaient? Ah Ouais. bah oui, c'est sûr, parce que en fait, surtout ce qu'on a vu, c'est que dans le monde de la pub, il y a du tracking. Tu sais que quelqu'un vient d'Instagram, potentiellement. tu vois d'où ça vient. Évidemment. Le truc qui est un peu bizarre pour nous, en tout cas, c'est que quand tu fais de la pub sur ce genre de plateforme, tu reçois aussi les mots-clés de la vidéo. Donc sur papier, on peut aller voir ce que les gens Ah, ils c'est aiment. vrai Ouais. Ah là là, incroyable. Ouais. Tu savais quelle catégorie ils avaient? Ah bah ouais. Et puis il y en a beaucoup au final des mots-clés, je savais pas, mais il y a vraiment une quantité de mots-clés sur les vidéos qui est Incroyable. phénoménale. Ils hein. ont vu les pubs Abi sur quelle catégorie en plus? Bah, j'ai pas. Non, là, pas. C'est au début, c'est oh les gars, regardez, il y a les labels qui apparaissent. Puis après, en fait, le truc, c'est on est vraiment dans une entreprise de volume. On brasse vraiment beaucoup de volume. Non, mais vous auriez pas regardé par curiosité les 3 premiers, tu vois. C'est vrai, tu vois. c'est vrai. Ah, oui, sûrement qu'à l'époque, on a regardé les 3 premiers, évidemment, mais on n'a pas poussé plus loin. Merci d'un peu d'honnêteté dans cette émission. Oh, avec plaisir. Et alors, au début, vous allez faire 100% gratuit sur votre boîte et ça va planter. Ça n'a pas bien marché au début. Non. En fait, on part d'une vision utopique où on va avoir tellement de volume, on va apporter un tel service aux gens, et puis sans vraiment penser à la crédibilité. Surtout en France, en Europe, dès que tu fais du gratuit, tout de suite les gens ils se disent il y a un hic, il y a un truc derrière. Et en fait, on s'est inspiré de modèles américains. Notre premier investisseur est américain. En fait, c'était le patron dans la boîte dans laquelle j'ai bossé aux États-Unis. Et donc, on s'est inspiré de modèles américains. On a lancé comme ça. Pendant 1 an, on a galéré. Honnêtement, on a galéré parce que les 6 premiers mois, 6-8 premiers mois même, on y va sans se poser de questions. Ce qu'on veut, c'est des utilisateurs. Pour nous, la meilleure preuve de valeur de ce qu'on fait vaut quelque chose. Vous voulez grossir, quoi. Ouais, exactement. C'est d'avoir des gens qui viennent, qui consomment, qui restent, qui utilisent. On l'a. Et début 2022, on essaye de commencer à monétiser avec le business model qu'on avait imaginé, qui était vraiment vendre des produits et services additionnels. Et en fait, on se rend compte que l'argent qu'on dépense pour développer le logiciel, faire de l'acquisition client, ne sera jamais rentabilisé par rapport à ce qu'on est capable de récupérer en monétisant ces produits et services additionnels. Et en juillet 2022, on se dit « Ok les gars, c'est fini ». En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un soir, je vois une boîte qui s'était lancée à peu près en même temps que nous. Donc on est un peu plus d'un an et quelques mois après notre lancement. Je vois une boîte qui s'est lancée en même temps que nous qui lève 2 millions d'euros. Et 2 millions d'euros, ça commence déjà à faire un peu réfléchir, tu vois, sur les montants de valorisation, le cash que ça apporte pour développer une boîte, c'est quand même 2 millions d'euros. Ah bah oui, c'est beaucoup. Ouais, et je me dis, il y a un problème. On a commencé en même temps. Aujourd'hui, à l'époque, on dépensait 70 000 euros par mois pour en gagner 10 000. Ah ouais, Ouais. waouh, ça fond comme neige Ah au bah soleil. ouais, là, ouais. Surtout que tu lèves pas 2 millions d'euros d'un coup, hein, dans un contexte comme celui-là. Et vous dépensiez quel argent, vous? La RH, tu payes des employés pour faire du Non, mais marketing. il venait d'où cet argent? D'investisseurs, on a levé un peu d'argent. Vous avez levé combien au départ? Alors, au tout début, notre toute première levée de fonds, c'est 170 000 euros. Ensuite, on en fait une deuxième, un peu moins de 6 mois après. Donc, on clôture une première levée en juin 2021, 170 000 euros. Une deuxième en décembre 2021 de 220 000 euros. Ensuite, on relève avec de la dette en mai-juin 2022, 500 000 euros. Et là, c'est le capital total là, sur l'année. On ne pouvait pas lever plus. Avec ce qu'on avait prouvé, il n'y avait pas d'étape après. Donc c'était soit ça a crevé, soit ça a explosé. Ouais, là c'était, comme ils disent les Américains, make it or break it. Fais-le ou... Ah ouais, et vraiment, on s'est lancé dans cette optique. Et donc du coup, qu'est-ce qui va faire que ça marche d'un coup? Eh ben, on je va me faire lève. rentrer Philippe dans un instant, hein, juste. L'ancien inspecteur de l'URSSAF qui va nous raconter beaucoup d'anecdotes. Vous allez voir vraiment, vous allez être surpris parce que en préparant l'émission, j'étais choqué. Donc je me suis dit, vous allez voir ce qu'il a pu voir, vivre quand ils ont inspecté, quand ils débarquent dans une boîte à plusieurs pour bloquer les sorties, etc. Vous allez vraiment vivre de l'intérieur ce qu'il a pu voir. Oui, juste avant, excuse-nous, si tu veux bien. Ouais, et donc c'est vraiment un soir, je vois cette annonce de levée de fonds, je me lève, il doit être 20h, on est 4 dans les bureaux, et je dis à mes associés, les gars, ça va pas. On n'arrive pas à gagner d'argent, c'est perdu. Ce qu'on fait, ça marche pas. Il nous reste 500 000 balles. C'est peut-être 6 mois d'existence. Il faut qu'on trouve. Et là, Corentin,
qui dirige le produit, il prend un Velleda, il va au tableau, il trace 2 traits, 3 colonnes, et il commence à écrire les prix, et il liste les fonctionnalités. Bah les gars, venez, on fait ça. Et là, tous les quatre, tu sais, il y a cette émulsion, il y a l'excitation qui naît du truc de... Ah ouais, c'est bien ça. Ça se trouve, on a trouvé quelque chose, et on commence à débattre, discuter, ça dure peut-être 2-3 heures, et le lendemain, on commence à appeler les investisseurs pour dire « Ok les gars, on pivote, voilà ce qu'on va faire, notre business model, il marche pas, on va essayer comme ça. » La crainte, c'est d'annoncer aux clients ce qui va se passer, parce qu'on va monétiser des fonctionnalités qui historiquement étaient gratuites. Et là, c'est la surprise générale. On organise un événement en ligne, on a 80 personnes qui se connectent, format keynote, on annonce aux gens comment ça va se passer, ce qu'on va faire, pourquoi on le fait, et aller sur 30 personnes qui envoient un message, il y en a 2 qui disent « bah je m'en vais », et les autres c'est mais moi je paye tous les jours s'il faut, les gars on est derrière vous, votre produit il est exceptionnel, donc tu vois qu'il y a une... je suis prêt à supporter pour que vous puissiez vivre. Et là du coup t'as une ferveur qui vient avec, où tu te dis « ah ok en fait ça va le faire ». Et c'est le début du bonheur, hein, parce que au bout de 2 mois, on commence à voir que les chiffres sont pas trop mal. Et on fait notre première vraie levée de fonds avril 2023. Donc tu vois, moins d'1 an après, parce qu'on a commencé à avoir des chiffres qui marchent, avec le cash qui nous restait et le revenu qui a commencé à venir avec. En avril 2023, on clôture une première levée de fonds à l'époque d'1,2 million d'euros. Bravo. C'est intéressant de voir de l'intérieur. Maintenant, on va voir ce qu'ils vivent à l'intérieur de l'URSSAF, d'accord ? Je vous rappelle, si ça vous intéresse, Abi, que vous avez envie d'essayer, ça prend... c'est pas long pour s'inscrire, si vous voulez. 30 secondes. Si vous voulez aller voir sur Abi, je vous mets les liens dans la description de la vidéo YouTube et dans la description des podcasts audio, dans la description de l'épisode. À chaque fois, vous aurez le lien qui est directement cliquable sous Spotify, Deezer, Apple Podcast et Amazon Podcast. Peu importe sur la plateforme sur laquelle vous nous écoutez, vous aurez le lien de Abi, donc c'est A-B-B-Y. Et c'est parti avec Philippe. Il s'appelle Philippe Pascal, il était inspecteur à l'URSSAF. Ça y est, Philippe vient d'arriver. Bienvenue, Philippe. Merci, bonjour. Eh ben, bienvenue à toi. Philippe, tu étais Action du Sud-Est. Eh oui, Avignon. Avignon. Ouais. Tu étais inspecteur à l'URSSAF pendant 24 ans. Ouais. Est-ce que tu peux nous réexpliquer, tu vas nous raconter, Ouais. Vous allez voir les anecdotes exceptionnelles de Philippe. Est-ce que tu peux nous décrire ce que c'est que l'URSSAF pour être plus clair que moi tout à l'heure, si tu veux bien. D'accord. Alors, l'URSSAF, en fait, il faut revenir à 1945, à la création de la sécurité sociale par le Conseil national de la résistance, Ambroise Croizat, et donc qui a créé des caisses de sécurité sociale pour la maladie, la famille et l'accident du travail, etc. Et en 1960, il y a eu une nécessité de créer un organisme de recouvrement pour pouvoir récupérer les cotisations sur salaire et les redistribuer à ces caisses. Donc l'URSSAF date des années 60. Toi, tu étais dans la lutte contre le travail dissimulé. Oui. À l'URSSAF, donc c'est le travail au black, en gros. Ouais, c'est travail là, dissimulé. ouais, tout à fait. Qu'est-ce qu'on risque si on travaille au black ou si on emploie quelqu'un au black? Qu'est-ce qu'on risque en vrai en France? En fait, il faut savoir que celui qui emploie des salariés clandestins, donc celui-là risque vraiment peut être condamné pour du travail illégal. Mais les salariés qui travaillent au black, eux, sont victimes de ne pas avoir été déclarés. Donc c'est ça qu'il faut Mais bien... ils ont accepté. Oui, voilà, quand c'est cas. du salarié. Après, quand ils sont à leur compte, évidemment... Non, mais par exemple, dans les boîtes de Ouais. nuit, ou dans les bars nocturnes, etc., il y a parfois, tu as des gars, des filles qui sont en extra, c'est-à-dire ils prennent un soir, 2 soirs quand il y a des matchs, et puis on fait tous comme on peut, et ils sont payés en cash. Ouais, tout et à ça, fait. est-ce que la personne qui travaille risque quelque chose? Ben non, travailler. parce qu'elle a un employeur. Et à partir de là... En fait, c'est l'employeur qui est en tort. En fait, l'employeur est en tort, mais la personne qui travaille, elle, peut avoir un problème avec le chômage, avec la CAF, si elle a l'allocation parent isolé, etc. quoi, hein. C'est au niveau de ses droits, si elle a la solidarité nationale qui l'aide, là, évidemment, elle va avoir des problèmes. Mais si c'est quelqu'un qui est étudiant ou autre qui travaille, il devient victime du fait que son employeur ne l'a pas déclaré. Toi, tu vas faire des contrôles inopinés dans les sociétés, donc tu vas arriver. Comment ça se passe? Est-ce que c'est comme la police? Est-ce que vous êtes accompagné par la police, les contrôleurs de l'URSSAF? Après, étant donné que moi j'étais le secrétaire départemental du comité opérationnel d'action contre la fraude, donc j'organisais les contrôles. Donc pour certains, effectivement, il faut être en équipe avec un gendarme ou un policier ou un douanier ou un inspecteur du travail. Et pour d'autres, que si on va contrôler un coiffeur avec une coiffeuse, ben là on peut y aller tout seul, quoi. Après, Oui, c'est au cas par cas. C'est au cas par cas, voilà, c'est ça. Et toi, tu n'as jamais fait de contrôle toi-même?
Si, bien sûr. Si. Tout à fait. Oui, il y a des contrôles Ça se passe seuls, comment énormément. Raconte-nous un contrôle qui t'a marqué, un contrôle musclé qu'on imagine. Musclé. À quoi ça peut ressembler un contrôle d'URSSAF, donc de contrôle sur le travail dans les sociétés, voir s'il y a des gens qui sont payés au black. Comment ça peut se passer? Est-ce que vous bloquez les sorties? Est-ce que tu empêches les gens de courir à l'extérieur? Disons qu'avec l'expérience, on sait que si on arrive comme ça, qu'on se présente, immédiatement, tout le monde sort en courant dans derrière. la cuisine, on sait qu'il y a un inspecteur et tout le monde sort en courant. Donc après, nous, ce qu'on avait trouvé comme parade... Comme combine. C'est que si on arrivait à 3, il y en a un qui bloquait le patron, et puis l'autre, il allait vite dans la cuisine pour interroger. Il n'ait pas le temps de prévenir. Voilà. Disons que moi, j'allais dans la cuisine, je ne me présentais pas. Sinon, si tu perds du temps à te présenter, tu es presque sûr de rater ton coup, quoi. C'est le cas de le dire. Un contrôle un peu musclé qui t'a marqué? Oui, même plusieurs, aussi bien dans le BTP, le gardiennage, et puis celle dont je me rappelle bien, c'était dans le milieu agricole, alors que moi je suis censé m'occuper que du régime général, mais étant donné que j'étais secrétaire du comité opérationnel de lutte contre la fraude, donc j'ai dirigé un contrôle sur un employeur agricole connu sur le Vaucluse, et on savait qu'il y avait 20 ou 30 salariés clandestins, aussi bien immigration clandestine que travail clandestin, qui étaient là, et donc on a cerné le champ, et puis on a interrogé ces gens, ils nous ont dit, tous nos papiers sont dans la bergerie, là, dans la grange où on habite. Et donc, on est arrivé, c'était une grange comme ça. Il y avait une trentaine de lits superposés, pas de toilettes, pas d'eau, une atteinte à la dignité humaine énorme, quoi. Et donc... Alors ces gens-là, donc du coup, moi immédiatement j'ai dit il faut voir le patron, quoi. Le patron est arrivé avec son gros 4x4 là, et en fait ça a été un peu un clash, quoi, parce que là vraiment on était scandalisés, aussi bien les gendarmes que les inspecteurs agricoles que moi, et donc on a mis ce gars en garde à vue. Il y a eu une procédure pénale. Le député est intervenu parce que c'était une sommité du syndicat patronal agricole, et finalement, résultat des courses, il a été relaxé pour le travail dissimulé, il a été relaxé pour l'immigration clandestine, et il a été condamné pour pollution de la Sorgue, la petite rivière qui passe, parce qu'en fait, les ouvriers, les 30 ouvriers faisaient leurs besoins et ils balançaient tout dans la Sorgue. Voilà, pas de toilette. Donc c'était un truc horrible, quoi. Enfin, c'est la limite de l'esclavagisme. C'est l'esclavagisme, voilà, tout à fait, oui. Parce que il ne s'en rendait pas compte, le patron, ou il faisait semblant de ne pas le savoir? Il s'en foutait, ouais. Il n'a pas été condamné dans ça? Il n'a pas été condamné pour le travail dissimulé, et surtout pour l'atteinte à la dignité humaine, quoi. C'est incroyable. Voilà. Et ça, c'est ce qui m'a le plus marqué dans tous les contrôles que j'ai faits. Et dans le milieu de la nuit, est-ce que tu as vu des trucs absolument énormes aussi? Dans le milieu de la nuit, oui, bien sûr, parce qu'en fait, c'est un milieu où ils ne s'imaginent pas qu'un inspecteur de l'URSSAF débarque à 2h du matin pour contrôler. Tu vas en soirée? Oui, bien sûr. Avec les flics, parfois? Oui, obligé, parce que là, il faut arriver à bloquer le personnel. Voilà, puis après, c'est difficile, parce que celui qui est au black, il va se mélanger à la population. À la population, donc... Il va prendre un verre, il va faire genre, il sort de la boîte. Alors, ce qu'on faisait, c'est qu'on allait repérer la veille ou l'avant-veille, donc on allait à la boîte de nuit la veille ou l'avant-veille. Pour les visages et tout? Pour savoir qui est qui, quoi, qui travaille et qui... Comme un espion, quoi. T'allais en boîte. Pareil, voilà, c'est ça, ouais. Mais ça se passait surtout quand j'étais à Narbonne, parce que là, c'est vrai qu'on faisait ces saisons de travail dissimulé, où tous les inspecteurs... C'est les saisonniers, quoi, les gens qui bossent 4-5 mois l'été, voilà, c'est ça. Au mois de mai, au mois d'octobre. Et donc nous, on faisait la côte narbonnaise au bout de l'Aude. Perpignan, tu vas jusqu'à Perpignan ou pas? Non, parce qu'on n'avait que l'Aude, donc ça s'arrêtait à Port-le-4. Voilà. Et aussi la cité Carcassonne, où il y a beaucoup de restaurants, de bars, etc. Et quand tu allais dans des boîtes de nuit, c'était plus compliqué que dans d'autres milieux, quand les gens ont bu, quand il y a des videurs? Oui, c'est toujours plus difficile le soir et la nuit, parce qu'effectivement, les gens libèrent un peu leurs instincts, un peu favorisés par l'alcool ou pas, mais donc c'est vrai que c'est plus conflictuel. Ouais. T'as eu des menaces de mort quand il y a des mecs qui te reconnaissent, des patrons de boîte, des trucs qui disent toi je vais te retrouver? T'as eu des trucs comme ça? Oui, ça arrive souvent. Enfin, souvent c'est arrivé, quoi. C'est arrivé, et il faut pas. Moi je laissais faire, quoi. Enfin,
je le prenais pas au sérieux, quoi. Parce qu'après, une fois que les gens sont calmés, bon. Après, c'est vrai que j'en ai eu dans l'affaire qui a provoqué l'écriture de mon livre, où là, effectivement, il y a eu des attentats, il y a eu des choses importantes. Contre toi, tu veux dire? Contre moi, Qu'est-ce oui. que tu as vécu, toi? Raconte-nous cette histoire. Eh bien, en fait, quand j'étais secrétaire du comité opérationnel, j'ai eu des plaintes sur un grand patron, qui était en plus président de la chambre de commerce, qui avait une double comptabilité. Enfin, c'est ce qu'on nous avait dit. Ça veut dire quoi, une double comptabilité? C'est-à-dire que, par exemple, il enregistre toutes ses recettes, et puis il a une deuxième caisse où, peut-être le soir, si c'était hôtel-restaurant, mettons pour l'hôtel, il met tout de côté et il fait des enveloppes jour par jour pour payer le black. Par exemple, un cuisinier qui était à 1500, dans un hôtel-restaurant 4 étoiles, il a 3000, donc on le paye le SMIC hôtelier. Et le complément est payé au black. C'est ça qu'on dit double comptabilité. Voilà. Et donc ça a été facile à trouver parce qu'en fait, la personne qu'on a contrôlée était tellement sûre de jamais être contrôlée, parce que c'est une personnalité importante, qu'on avait la double comptabilité. Il y avait la colonne black, on savait tout ce qu'il y avait. Et ça a été quoi le problème, là? Eh ben, le problème, c'est il s'est exonéré de ses obligations de paiement des cotisations, quoi, hein, parce qu'en fait, quand tu paies un cuisinier 3000, mais que tu le déclares sur 1500, ben, tu échappes à énormément de cotisations. Et quand c'est multiplié par le nombre Là, de vous l'avez mois, redressé de combien? 745 000 euros. Oh, Ah ouais. ça commence à faire des oui. sacrés montants. Ah là, le Et soir, c'est suite à ça qui m'est arrivé, tout ce qui m'est arrivé. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Alors, il y a eu 3 gros événements. Alors, ça n'a jamais été prouvé que ça venait de là, hein, donc c'était peut-être une coïncidence ou la loi des séries. La première chose, ça a été que un jour, je circulais, mais comme je surveillais un chantier, je faisais toujours la même route, et un jour, un 4x4 m'a foncé dessus, et je me suis jeté dans le fossé, et donc je suis plus échappé, quoi. J'aurais pu mourir sur le coup. Ça a été le premier. T'étais à pied, là? Non, en voiture. J'étais en voiture. Je me suis jeté dans le fossé en voiture. Mais non. Et le 4x4, le 4x4, délit de fuite, on n'a jamais su qui c'était. Donc après coup, on se dit, ça vient de là, mais il m'a envoyé des gars. Ouais. Après, la deuxième, c'est que un ami à moi qui était venu chez moi pendant que j'étais en vacances, donc j'avais acheté un cadeau pour ses enfants. Je dis, j'ai eu un cadeau pour toi, il ne bouge pas, j'y vais. Il va à ma voiture, et on lui dit, monsieur Pascal, il n'a pas eu le temps de se retourner, boum, il s'est fait fracasser, fracture du crâne. Donc ça, c'était moi qui étais visé, mais c'est lui qui a morflé. Oh là là, j'avais dit. Ça, c'était la deuxième. Le pauvre copain qui vient chercher son cadeau. Exactement. Donc il a pris à votre place. Il a pris pour toi. Ouais, c'est ça. Ouais. Et la troisième, c'est qu'un jour, je vais pour aller travailler, et puis pas de voiture, donc ma voisine me mène, et puis quand j'arrive, ma secrétaire, elle me dit, mais Philippe, je l'ai vu ta voiture devant l'URSSAF. Je dis, ah bon? Et quand je descends, il y avait un grand panneau sur le pare-brise, tire-toi vite. Donc, panneau donc c'est quand même de menaces, intimidation. Et là, même l'URSSAF a porté plainte, etc. Et on n'a jamais trouvé qui c'était. T'as eu peur à ce moment-là, quand même? Tu t'es dit, ça fait beaucoup? Ben oui, rétrospectivement, ouais. Puis après, du coup, j'ai été le premier inspecteur en France. Maintenant, tout le monde en a un, je crois. Mais avoir un gilet pare-balles, à l'époque, ça se faisait pas. T'as un gilet pare-balles sur les Ouais, je l'ai gardé d'ailleurs. Ah oui? Mais j'étais le premier, quoi. Enfin, j'étais le premier. Il y avait les deux qui m'aidaient, qui ont eu un gilet aussi. Mais en fait, disons que suite à tout ce qui m'est arrivé, j'ai eu un gilet pare-balles. Et en fait, j'avais la psychose un peu. C'est-à-dire que quand je prenais ma bagnole, j'avais toujours l'œil sur le rétro. Pour voir tu si fais on attention, me quoi. Pas, voilà, une psychose. Sans être parano, tu fais plus attention. Mais bon, j'ai continué à contrôler, à travailler, mais c'est vrai que c'est... Et vous avez jamais su? T'as porté plainte aussi, ouais? J'ai porté plainte, ouais. Les trois plaintes ont été sans suite. Oui, ils n'ont pas trouvé, quoi. Ils n'ont pas trouvé. Voilà, vous faites. Je pense Est-ce que... alors, comment vous savez quand une boîte de nuit fait du black? Si tu peux me répondre honnêtement, ce serait génial. Est-ce que c'est de la délation? Est-ce qu'il y a des balances? Ah oui, alors il y a des balances, bien sûr, mais pour ce... Attends, c'est une non, mais bien sûr. Bien comment sûr. est-ce que... Comment des balances, il y a par exemple l'épouse du mec de la boîte de nuit, que son gars l'a viré, elle va venir, alors là, il y a tel qui... Voilà, ça arrive souvent, que les ex-femmes ou les ex-maris... de collaborateurs. Voilà, ou un ex-mari qui dit, ma femme, elle a un salon de coiffure au black. Ah non, tu veux dire un divorce, et il balance, il s'auto-balance. Bien sûr, ça vous arrive? Ah oui, bien sûr. Et il n'y a pas une histoire où, même proportionnellement,
En général, les dénonciations viennent de l'interne, justement, d'employés mécontents. D'employés toujours en poste, tu veux dire? Ah oui, bien sûr. T'as vu ça, toi? Pour l'affaire qui m'a permis d'écrire ce livre, c'était exactement le cas. C'était un ancien employé, et puis voilà. Et puis il m'a tout balancé. Enfin, il a tout balancé aux impôts et à moi, parce qu'on était ensemble. Et puis voilà, ça. Quand tu dis l'affaire qui m'a permis d'écrire ce livre, il faut bien que tu réexpliques. Tu parles de quelle affaire? L'affaire où il y a eu 3. Dis-toi que les gens, ils n'ont pas lu le livre. Ah oui. 99,9% des gens. Donc l'affaire où j'ai redressé 745 000 euros, c'est l'hôtel-restaurant 4 étoiles. Et 740. Et donc là, malheureusement, ce redressement n'a jamais été payé parce qu'après, souvent, ces gens-là sont tellement puissants qu'ils organisent leur insolvabilité, ils déposent le bilan, et puis voilà, et malheureusement... Est-ce que c'est une majorité des contrôles, la délation et les balances? Non, pas du tout, non. Non, là, parce qu'en fait, ce qu'on peut faire aussi, c'est regarder le chiffre d'affaires et la déclaration de salariés. Et quand tu compares les deux, tu te dis, putain, là, lui, il a 40% de son chiffre d'affaires qui passe au salaire, lui, il en a 3%. On va parler après si tu as déjà eu des pressions pour arrêter des dossiers, mais est-ce que quand tu annonces un redressement, c'est-à-dire une amende, en fait, c'est une punition, tu vas payer ce que tu n'as pas payé, c'est un redressement. Est-ce que tu as eu des réactions? Ça doit être triste parfois, les réactions. Il y en a qui doivent un peu se faire avoir, même des gens honnêtes qui n'ont pas vu. Oui, c'est ça. C'est aussi l'intérêt d'Abi, on en parlait là, c'est de faire des déclarations automatiques à l'URSSAF. Maintenant, que ce soit simple. Que ce soit simple. Et il y en a qui doivent être de bonne foi, qui ont juste merdé, des artisans qui n'ont pas eu le temps. Qui sont surmenés, voilà. Mais en fait, c'est justement pour ça que moi, j'ai choisi la lutte contre le travail illégal. Parce qu'en fait, 9 inspecteurs sur 10 contrôlent des entreprises sur rendez-vous. C'est-à-dire qu'ils vont voir une entreprise qui déclare déjà beaucoup de cotisations. Et ils vont trouver des frais professionnels non déclarés, ou trop forts, ou des avantages nature, et vont redresser. Et dans le même temps, il y a une entreprise qui fait la même chose et qui n'est pas déclarée du tout. Et celle-là, personne ne va la voir. Et c'est pour ça que moi, je me suis dit, c'est quand même plus juste de contrôler les gens qui trichent que contrôler ceux qui payent déjà beaucoup et que tu leur en rajoutes, quoi. Est-ce que tu as eu une réaction humaine d'un patron quand tu as annoncé un redressement? C'était ça. Et là... Oui. J'ai eu une petite anecdote. En fait, un jour, j'ai eu une jeune inspectrice qui vient. Elle me dit, Philippe, il faudrait que tu viennes avec moi parce que j'ai contrôlé un rugbyman là. Et donc, en fait, il n'avait pas déclaré depuis 1 an ses cotisations. Et lui, il veut me faire croire que c'est sa femme qui a détourné l'argent parce qu'ils sont en train de se séparer, tout ça. J'ai dit, mais viens avec moi parce que... Et finalement, j'y suis allé, le rugbyman, il faisait 2 mètres et 150 kilos, et il s'est mis à pleurer. Il m'a dit, voilà, ma femme m'a trahi, de l'argent des cotisations d'URSSAF, elle s'en est servie, elle est partie avec son amant. Et donc, moi, je lui dis, écoutez, on va vous donner des délais, vous inquiétez pas, vous allez payer petit à petit. Oui, quand tu vois que c'est de bonne foi, t'arranges. Voilà, oui, bien sûr. Oui, parce qu'un inspecteur assermenté, il fait un peu comme il pense que c'est le mieux, quoi. Donc, il a le pouvoir de dire, par exemple, c'est bon, je dis rien cette année, mais je reviendrai l'année prochaine, et si ça continue, là, voilà. Donc ça, c'est possible. Tu peux aussi dire, allez, on voit pas. Voilà. On ferme les yeux. Oui, dire, écoutez, j'accepte votre bonne foi. Je vois que c'est... Et donc, par contre, je surveille. Voilà, donc ça, c'est possible. Ça t'est arrivé de voir des familles, tu vois, où il y a des enfants, des petits, tu vois que c'est une famille qui galère et qui sont de bonne foi, qui ont tout fait, et de dire, bon, allez, cette année, on n'a rien vu. Ouais, après, il ne faut pas que ça aille trop loin non plus. Après, quand c'est pas des grosses sommes, voilà, ça peut arriver. Et sinon, pour en finir pour le rugbyman, donc du coup, moi, je m'engage à pas lui faire de procédure pénale, donc juste à le redresser petit à petit, etc. Et puis, 2 mois après, il m'appelle, ouais, vous m'avez promis de ne pas faire de procédure pénale, mais je viens d'être convoqué par le procureur et tout. Je dis, ah bon? Et donc, je vais voir la petite jeune, et en fait, elle avait vu le grand chef qui avait dit, ouais, il faut faire une procédure pénale sans avoir le détail du truc, quoi. Donc, moi, il a fait que je téléphone au proc, et puis on a annulé la procédure, parce que, en fait, pour qu'il y ait une procédure pénale, il faut que l'aspect intentionnel soit démontré. Et là, c'est pas intentionnel, puisque c'était fait trahir. C'est la femme qui a pris le pognon avec son amant. Donc, tu peux pas dire c'est intentionnel. Mais pourquoi elle a pris du pognon avec son amant? Ah elle est partie avec la caisse, quoi, en fait. C'est incroyable, mais c'est pourtant une histoire vraie. Hein. T'as beaucoup d'histoires humaines, finalement. Oui. C'est très social. C'est aussi ce qui fait
Voilà, moi je voulais aller jusqu'à 65 ans même parce que ça me passionnait de faire les investigations, de trouver des... Et puis parce qu'on pense que c'est qu'un métier répressif, mais moi j'ai eu beaucoup de responsables de syndicats qui sont venus me voir en disant tel salarié, là, il est harcelé, etc. Alors qui sait qu'il y a du blague, tout ça. Et donc on allait contrôler et ça permettait après aux salariés de gagner au prud'homme. Et donc en fait, on arrivait quand même à donner la justice. Est-ce qu'on t'a déjà demandé de te taire sur un contrôle de quelqu'un de connu, sans dire le nom, hein? On t'a dit, on arrête le contrôle? Ah oui, bien sûr, oui, ça m'est arrivé une fois notamment où c'était carrément au plus haut sommet quasiment de l'État, quoi, hein, où un jour... des gendarmes d'Apt m'appellent et ils me disent « Ah Philippe, il y a un problème là, il y a cet tel homme politique qui est en train de faire... » Un gros homme politique. Un gros, hein, qui est en train de faire, de rénover une bergerie dans le Luberon. Et on est allé voir, il n'y a pas de panneau de chantier, les salariés, bon, ça n'a pas l'air vraiment déclaré. Je dis, bougez pas, j'arrive. Donc le lendemain, j'y vais. Et effectivement, il y avait 7 personnes ou 8 personnes au black, quoi. Tous, je me rappelle, c'était des Serbes, Kosovars, enfin des gens du pays de l'Est, bon. Et ils n'étaient pas déclarés. Et donc, quand je rentre... à l'URSSAF, j'appelle le procureur, j'ai dit, on a fait monsieur un tel, là, et lui, il était tout content. Il m'a dit, ça c'est bien, c'est une belle affaire, faites-moi... Le procureur était content, faites-moi un beau procès verbal. Donc... Parce que c'était pas sa couleur politique, sans dire qui. Hein. Exactement. C'était ça, il n'aimait pas politiquement. Voilà, c'est ça. Putain, et donc... Putain, c'est ça. Ah ben oui. Et donc, les gendarmes... Ils convoquent tout le monde, donc moi je les assiste sur le code du travail, tout ça. Et puis un jour, le proc qui m'appelle, il me dit non, il faut tout arrêter, voilà. Parce qu'en fait, ce monsieur vient d'être nommé ministre, donc et donc moi j'ai pas envie de finir à Dunkerque. Et vu vous, il faut que vous continuiez votre belle carrière, voilà. À Dunkerque. Dunkerque, moi on embrasse les amis à Dunkerque. Surtout pas dans le carnaval, mais bon. Et du coup, t'as arrêté, ouais. Ah ben moi, j'avais pas le dossier, c'était les gendarmes. Moi, peut-être que j'en parlerai dans le livre, parce que je regardais des traces, mais là, j'en ai pas, donc... Incroyable. Et du coup, il n'a pas été inquiété, on n'en a jamais entendu parler de ça, non? Jamais. Je pense qu'il y a beaucoup de politiques qui fraudent, il y a beaucoup d'histoires de politiques qui fraudent. Oui, tout à fait. Moi, j'ai dû contrôler 5 ou 6 maires qui sont à la fois maires et entrepreneurs. Et bien souvent, il y a relax. La même chose par vous ou moi, vous aurez... Ça, c'est vrai que c'est difficile à admettre, quoi, hein, mais c'est comme ça. Là, on va rentrer dans une période un peu électorale bientôt. Est-ce que tu penses qu'il y a des affaires qui peuvent sortir? Est-ce qu'il y en a qui gardent des affaires pour les élections? Oh, j'imagine que oui, parce qu'en fait, c'est la garantie une garantie de plus de pouvoir gagner, quoi. Donc, évidemment, moi, je pense que là, ça va pas tarder à sortir. Ouais. Après, il y a des affaires, on le voit bien, il y a des gens qui sont condamnés, mais c'est pas pour ça que l'électorat ne va pas voter pour eux. Hein. Donc, c'est... En préparant l'émission, tu as dit qu'on pouvait devenir magistrat. J'avais noté ça. Une fois qu'on a été inspecteur de l'URSSAF pendant un certain nombre d'années, on peut devenir magistrat. Magistrat, c'est une sorte de juge, hein, c'est ça? Oui, en fait... pour trancher les affaires, je crois. En fait, c'est pas tout à fait ça. Disons que là, étant donné qu'il y a un problème, puisque l'organisation de la justice, ça date de Napoléon, quoi. Et en fait, il n'y a que 4% de plus de magistrats que sous Napoléon. Alors qu'il y a 40 millions de Français de plus. Donc il y a un problème. Il manque 20 000 magistrats, j'ai noté. Il manque... C'est les chiffres de l'Assemblée nationale qui disent qu'il en manque 20 000. Et donc ils ont créé... Ils recrutent là des magistrats. Et ils ont créé un statut de magistrat à titre temporaire. C'est-à-dire qu'ils font des contrats de 5 ans à des gens qui ont de l'expérience, qui ont un niveau Bac plus 3 suffisant, et ils les forment pendant quelques mois, et après, ils te c'est même pas des gars qui ont fait du droit ou quoi, c'est vraiment... Si, parce que moi, j'en ai fait du droit, du coup. Quand même, après, oui, parce qu'en fait, quand tu travailles pendant 20 ans à côté de tous les procureurs successifs, que tu fais des procédures, et puis que tu travailles à leur côté, forcément, tu es initié à beaucoup de choses en matière de droit, quoi. Merci beaucoup. Voilà. Philippe, d'être venu jusqu'à nous. T'as fait les retours du Sud? Hein? T'as fait les retours du Sud pour venir nous voir? Ouais, c'est ça. Merci beaucoup. On va continuer l'émission d'Habit maintenant.
Allez, ça y est, on va terminer l'émission sur Abi. Juste au 1er septembre 2026, on le disait. Alors, c'est déjà illégal de faire des factures avec Word ou Excel. Ouais. Que vous sachiez, c'est important de le rappeler si vous avez un jour envie de vous lancer en freelance, envie de vous lancer, de créer votre boîte, etc. C'est déjà illégal. Hein. C'était déjà illégal avant. En fait, il y a un principe fondamental sur la facture, c'est que ça doit être immuable. Quand tu crées une facture, que tu l'envoies à ton client... Qu'est-ce que ça veut dire, immuable ? Elle ne doit pas pouvoir bouger. C'est inscrit dans le marbre. Comme un PDF, quoi, mais pas modifiable. Exactement, c'est exactement ça. Ou comme, en fait, une facture papier. Une fois que tu l'as faite, sauf si tu déchires le papier, la facture, elle bouge pas. Une facture doit être immuable. Le problème avec Word, c'est qu'il n'y a rien qui m'empêche de garder le même numéro, les mêmes infos, et de faire une petite modif parce que mon client m'a dit que ça allait pas, ou on n'était pas d'accord sur un sujet. Et c'est pour ça qu'il y a le devis. Le devis, lui, il a pour vocation à faire ses échanges avec le client. Et ensuite, quand je fais une facture, cette facture est immuable. Et donc, quand tu fais un Word, quand tu utilises Canva, un logiciel de dessin, peu importe, sur le papier, tu n'as pas le droit de le faire parce que ça ne te permet pas de faire une facture unique et immuable, et en plus qui est tracée dans le temps. Et donc, la facturation électronique, elle a apporté ça. Elle vient contraindre absolument tout le monde à avoir un système de facturation identique qui devient totalement immuable. Ouais. Et donc, il y a des gens qui découvrent le truc. Ah, mais je peux pas supprimer une facture. Ben non. Une facture émise, c'est une facture qui est immuable. Elle est là, point barre. Tu peux pas revenir en arrière. Non. On va en parler. Est-ce que tu as déjà vu, est-ce qu'il y a une erreur que tout le monde fait quand on fait des factures, ceux qui ont des boîtes, entrepreneurs, freelance, tout ça? Ça va être les erreurs classiques, c'est les mentions de TVA. Ou alors j'ai un mauvais format de numérotation. Les gens savent pas toujours que la numérotation, c'est une vraie règle légale. Ça doit se suivre dans le temps. Tu peux pas avoir plusieurs formats de numérotation, sauf dans les cas où tu as des types de prestations qui sont vraiment différents sur des applications différentes. Mais sur le papier, ton format de numérotation, et c'est le cas pour l'écrasante majorité des entrepreneurs, c'est tout le temps le même. Les factures doivent se suivre dans le temps et tu dois pouvoir les retrouver. Tu dois pouvoir lister tous les numéros de facture. Tu peux pas passer du 22 au 25 sans pouvoir justifier de ce qu'il y avait dans 23, 24. Ça peut poser problème vraiment de faire une mauvaise facture? Sur le papier, oui. C'est amendable. Il y a des frais appliqués en cas de contrôle si tu fais des factures qui sont pas aux normes. Alors après, un contrôleur, si on tombe sur un contrôleur qui est compréhensif, normalement, il va pas te dire ça fait 10 ans que tu fais des factures, il manque un petit truc qui en plus de ça peut être en théorie accessoire, ou en tout cas qui change pas complètement la donne. Il va pas te dire ok, je vais t'amender sur les 2000 factures que tu as fait sur les 10 dernières années. Mais oui, il y a un forfait amende sur chaque facture sur laquelle il manque des normes. Mais en utilisant des apps comme les notes, normalement, c'est entre 0 € et combien au maximum, la facturation chez Abi? pour faire de la facturation... Enfin, la facturation, c'est gratuit? Ouais, la facturation, c'est gratuit. Notre forfait maximal, pour ceux qui sont vraiment plus gros, c'est 35 €. Sinon, pour faire toute la facturation, c'est gratuit. Et après, c'est vraiment les fonctionnalités qui vont autour. Si tu veux la designer à ton image, enlever notre logo, vraiment tout faire, mettre ton logo et tout, c'est 9 € par mois. Et encore si c'est hors promotion. Si quelqu'un ne paye pas une facture, Ouais. tu sais, quand tu envoies une facture, vous avez fait un service, vous avez vendu un truc, vous envoyez une facture, Ouais. le mec ne paye pas. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on est un peu... Recouvrement. En fait, c'est pour ça qu'une facture est immuable. Une facture, c'est un document légal. Si moi, je t'émets une facture et que tu ne contestes pas cette facture, légalement, tu me dois le montant qu'il y a dessus. Et donc, à partir de ce moment-là, au début, tu vas voir un cabinet de recouvrement qui va, à ta place, commencer à appeler et dire attention, c'est sérieux, mise en demeure. Et puis, si vraiment ça va pas au bout, on va chez l'huissier, on va au tribunal. Mais ça coûte plus cher que la facture parfois, non? Alors, en général, les cabinets de recouvrement, eux, leur tarif, c'est un pourcentage de la facture. Donc là, tu es sûr de t'y retrouver. Après, effectivement, si pour une facture de 200 €, tu vas jusqu'à l'huissier, voire au tribunal, là, c'est sûr que tu vas jamais t'y retrouver. C'est pour ça que sur les petits montants, c'est beaucoup plus compliqué. Malheureusement, t'es un peu foutu, quoi. Et oui. Ouais. Quand on vous envoie un mail, parfois, ou des je sais pas, des tickets, tu vois, qu'on prenne en photo, etc. Est-ce que tu as déjà reçu des choses qui n'ont rien à voir, des gens qui ont fait des grosses erreurs? Ah oui, il y en a une. Il y en a une dont on se souvient tous dans l'entreprise. On a fait, à une époque, on avait un service en interne vraiment où, au bureau, on faisait des créations d'entreprise. On remplissait les documents nous-mêmes. Et donc, quand tu fais une création d'entreprise, tu dois donner des documents légaux, des attestations, tes pièces d'identité, etc. Et un jour, on a un mec qui fait un
un screenshot, un imprime écran. Et Sans faire exprès, du coup? Alors, il fait un imprime écran volontairement pour nous envoyer le document. Sauf que ce qu'il savait pas, c'est que quand tu fais un imprime écran, tu prends les 2 écrans d'un coup. Si tu sélectionnes pas spécifiquement... Ah, quand t'as un double écran, là? Oui. Si tu t'appuies sur Windows, sur la touche, tu prends les 2 écrans d'un coup, et quand tu envoies ce fichier-là, on voit les 2 écrans. Sur le premier écran, il y avait le document, très bien. Sur le deuxième, un film pornographique, forcément pas très agréable pour les équipes qui le reçoivent, mais il était tout gêné. En plus, le pauvre, il a dit « je suis désolé ». Il a essayé, donc il a renvoyé tout de suite le document, mais le pauvre, il devait être super gêné. Tu l'as appelé? Vous l'avez appelé en lui disant il y a un problème de... On a prévenu, quoi. Bon, on a recadré, parce qu'il y a ça, je sais, ou alors peut-être même il s'en est rendu compte de lui-même et il a voulu revenir en arrière. Mais là, t'es obligé de retoucher, t'enlèves ce qui va pas avec. Tu parlais tout à l'heure de Mime et OnlyFans. Ouais. C'est les agents qui gagnent plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois. Ah, certains, oui. Les agents, hein. Mais Ceux qui touchent 10%, ils gagnent déjà... Ouais, alors après, moi, je regarde pas le détail du business. Par contre, ce que je peux te dire, c'est qu'on a vu des agents qui facturent beaucoup, ont des charges qui sont aussi importantes. Il y a des gens qui ont des business énormes autour de ça. Et d'ailleurs, c'est tout à fait mérité sur des grosses stars, des gros créateurs de contenu. Est-ce que vous avez refusé des boîtes? À la création, oui. Ouais. Évidemment, il y a des fois où les gens viennent nous voir avec des idées de boîtes. Et là, on leur dit, mais c'est pas possible, quoi. Vous avez pas le droit de faire ça. C'est quoi les idées de boîte? Ah, ça peut être des trucs un peu illégaux, des gens quoi? qui... du trafic. Quoi? Ouais. Ils veulent créer une boîte de trafic? Ouais, en France? ou alors c'est plutôt... En fait, ce qui vient, c'est les questions qui vont avec. Ouais, mais si je fais ça, si je mets ça sur mes factures, est-ce que... Et là, tu vois, ça devient bizarre. Tu le sens tout de suite. Il y a des gens, ils ont des questions bizarres. Il y a des gens, tu sens qu'ils sont en train d'essayer de contourner le système. Ouais. Et tu sais, nous, en plus, notre métier, c'est le logiciel. On n'est pas là pour prendre parti, on n'est pas là pour dire aux gens ce qu'ils ont le droit de faire ou le droit de pas faire. Évidemment, on va chercher à leur donner de l'information. Mais tu vois, dans ce genre de situation, c'est toujours un petit peu compliqué de vraiment proprement se positionner. Et qu'est-ce qui... C'est le trafic de quoi? Ils voulaient vendre de la drogue sur... À l'époque, je crois que sur c'était Snapchat, ça. C'est comment je fais pour, à partir d'un business qui est légal, avoir de l'argent propre. Ah, pour blanchir, Ouais. quoi. Alors, mais même un autre cas de figure, on a eu un mec qui était basé en Suisse, qui volait des IBAN, des RIB, tu sais, le code pour faire des virements, qui faisait des virements à partir des prélèvements SEPA à partir de ces IBAN, et qui ensuite exportait l'argent en Suisse. Et alors là, une fois que c'est fait, c'est foutu. Celui qui a été lésé, c'est foutu pour lui. Il ne retrouvera pas son argent. Ah non, tu peux pas rapatrier de l'argent de Suisse. Tout ce qui rentre en Suisse reste en Suisse. A priori, en tout cas, nous, dans ce cas de figure qu'on a vu, et puis alors là, nous, on est partie prenante quand même, puisqu'on a accès au flux, et donc tu dois gérer un certain nombre de choses. On a eu aussi un autre cas de figure très particulier. Un jour, un toc-toc particulier, un toc-toc sec sur la porte d'entrée du bureau. Police de l'immigration. Et en fait, on faisait des créations, et ils venaient, alors ils sont venus plusieurs fois au final, mais là, la première fois, elle est un peu surprenante. Ils venaient parce qu'ils venaient d'arrêter un travailleur sans papier qui avait une micro-entreprise et qui avait créé cette micro-entreprise sur des faux papiers. Et donc, en plus, je me suis retrouvé à la police de l'immigration à expliquer, parce que, encore une fois, on est partie prenante dans l'histoire. Alors nous, évidemment, on se dédouane tout de suite, on explique comment on fonctionne. Nous, on n'a pas de moyen de détecter des faux papiers. Donc, en fait, à partir du moment où la photo est bien, à partir du moment où les informations sont bien présentes, on envoie ça pour créer les dossiers, et la responsabilité n'est pas sur nous. Mais sur la première fois, ils avaient besoin de s'assurer qu'on n'était pas dans la combine. C'est quoi les 3 trucs dont on doit s'assurer avant de créer une boîte, d'après toi? En termes de législation, je parle, dans ton domaine à toi. On parlait tout à l'heure des entrepreneurs qui se trompent. Tu sais, le forgeron qui disait qu'il était artiste. Ça, c'est une erreur qui est vraiment très commune. La classification? Ouais, exactement. Alors, au-delà de la classification sur le métier, il y a la classification sur le type de revenu, les bénéfices non commerciaux, les bénéfices industriels et commerciaux. En fait, ça, notamment chez les micro-entrepreneurs, ça classifie le type de revenu et en découle la manière dont les gens sont taxés. Et c'est vraiment facile de pas comprendre dans quelle case on doit être, de donner la bonne dénomination. Ça, c'est vraiment... c'est pour ça que c'est important de se faire accompagner. Sur le papier, créer une entreprise en France, ça peut prendre un tout petit peu de temps, mais c'est pas si compliqué. Surtout une micro-entreprise. Par contre, mettre les bons termes aux bons endroits, savoir qu'est-ce qui est possible de faire, qu'est-ce qui est interdit, ça, c'est vraiment important. Et donc, ça arrive régulièrement. On a des gens qui se trompent, qui comprennent pas dans quelle case ils sont exactement. Tu vas, pour terminer, tu vas sauver un serrurier qui a failli mettre la clé sous la porte. Alors,
Je ne l'ai pas sauvé personnellement, mais nous, oui. Visiblement, en tout cas, ce qu'on fait lui a permis de retourner, entre guillemets, sur le droit chemin. En fait, on le rencontre à un événement et le monsieur nous explique que, en fait, c'est pas sa première boîte, qu'il a déjà dû fermer notamment une boîte à cause d'un redressement fiscal de 150 000 €. Sur quelqu'un qui est seul, 150 000 €, c'est peut-être plusieurs années de revenus. Ouais. Et donc, en fait, il nous explique que historiquement, il se faisait aider de sa conjointe avec qui il s'est séparé, il s'en est remis avec une autre, ça marchait pas beaucoup mieux. Et en fait, depuis qu'il utilise Abi, il a une forme simple. Surtout les choses, on fait en sorte que l'expérience, elle soit bonne, quoi, que t'aies pas tant de questions que ça à te poser, que ce soit ordonné, lisible. Et donc, visiblement, on lui a suffisamment simplifié la vie pour qu'il ait plus ce genre de questions à se poser. Tu l'as aidé à se réguler, quoi. On a aidé cette personne parce qu'on se donne du mal et parce qu'on aime ce qu'on fait, à mieux se réguler. Ouais. Est-ce que c'est une inquiétude pour vous que l'IA puisse un jour remplacer Abi ? La question, elle est centrale pour toutes les boîtes de tech en ce moment. En fait, je crois qu'on a une chance. Notre métier chez Abi, il est complètement irremplaçable. Une IA, elle sera jamais plateforme agréée pour la facturation électronique. Elle aura jamais un partenariat officiel pour déclarer le chiffre d'affaires à l'URSSAF, déclarer sa TVA. Une IA, elle pourra jamais produire vraiment un document légal pour faire une facture, un devis. En fait, notre métier, lui, il est immuable. Par contre, c'est notre produit, c'est notre service. La manière dont on fait les choses, ça, évidemment que c'est remplaçable. Notre métier à nous, c'est l'expérience. On va voir des gens qui sont seuls, qui parfois galèrent, et notre proposition de valeur, c'est que la vie soit plus simple, qu'ils puissent passer 99% de leur temps à faire ce qu'ils aiment, à faire ce pourquoi ils se sont lancés. L'IA, pour nous, c'est un accélérateur. On passe d'une expérience où tu es obligé de chercher quelle fonctionnalité, sur quel bouton cliquer, sur quel paramètre configurer, à j'ai juste à demander. Et donc, on a sorti notre propre agent IA, qui s'appelle Abi Intelligence, qui permet aux entrepreneurs français de créer des factures, de très gérer facilement leur boîte. Un prompt, comme on dit, un prompt. Un prompt, c'est une commande, quoi. Exactement, une phrase simple, j'appuie sur Entrée, comme si je parlais à ChatGPT, Claude, peu importe, et tout se fait. On n'est pas assez formé sur l'IA aujourd'hui. Les Français ne sont pas assez formés. Encore. On est encore en phase de découverte, un peu comme Internet qui a pris 10 ans. Là, ma mère m'a parlé pour la première fois aujourd'hui de l'IA. Elle m'a dit, faut que je télécharge, tout le monde en parle, etc. Ouais. Et donc, ça y est, ça arrive à tout le monde. Et donc, c'est le tout début, en réalité. On est en pleine émulsion. Les gens découvrent, comprennent à quel point ça change la donne. Et avec mes associés, nous, on est fans. Quelle chance de vivre cette époque-là de l'histoire de l'humanité. On est aux premières loges, et mon avis, c'est que c'est la plus grande révolution de l'histoire de l'humanité. On est en train de vivre un changement profond. Le dernier en date, pour moi, c'est Internet. Et là, on est en plein milieu. On a un nouveau truc qui arrive. Et qui est encore plus gros, qui va plus vite et qui est encore plus gros. Mais qui est un peu plus lent que l'arrivée d'Internet, parce que c'est plus latent. Ça se développe au fur et à mesure. Ça n'arrive pas d'un coup sec. Eh bien, détrompe-toi en termes d'usage, l'adoption de l'IA va infiniment plus vite que l'adoption d'Internet. Ah oui. Parce qu'en fait, Internet, ça date des années 90, le vrai début d'Internet. En réalité, nos parents, si on parle encore à nos parents, ils ont commencé à utiliser Internet quand ? Vraiment, je veux dire... Début 2000. 2000, voire même 2010, tu vois. Non, 2010, t'abuses. Non, mais... Ah bah, mais il y avait des skyblogs. Non, t'es fou, il y avait des skyblogs. Mais ça, c'est notre génération. Ouais. Mais tu vois, Internet a quand même pris du temps à vraiment traverser toutes les couches de la population, tous les âges. Peut-être. Alors que là, l'IA, ça va à une vitesse phénoménale. En tout cas, si vous voulez créer une société, si vous avez une société, que vous soyez en freelance, en TPE, en très petite entreprise, en moyenne entreprise, vous pouvez prendre Abi. Donc, si ça vous intéresse, ça va de 0 €, c'est à 34 € et quelques. Ouais. Hors promo, il y en a en ce moment à la sortie de l'émission, donc si ça vous intéresse, je vous mets le lien, vous pouvez cliquer directement sur le lien. Dans la description, vous retrouverez toutes les offres d'Abi qui permettent d'émettre des factures, de déclarer à l'URSSAF, en gros d'avoir une boîte clean pour bien dormir le soir, pour pas se retourner 2 ans plus tard et avoir un contrôle avec un Philippe qui arrive à votre porte avec des gendarmes et qui vous disent faut payer 150 000 €. Voilà, donc je vous mets tout ça aussi dans la description du podcast audio, les amis. Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Podcast. Merci de faire de Légende le premier podcast de France. Sur notre chaîne YouTube, vous êtes 150 000, 200 000 à vous abonner chaque mois en plus, donc faites-le vraiment, ça nous aide beaucoup. Quand vous likez la vidéo et quand vous commentez, ça nous aide beaucoup sur l'algorithme. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire. J'ai déjà eu des contrôles d'URSSAF, c'est marrant à savoir. Vous pouvez donner vos anecdotes à vous directement. En tout cas, merci d'être là. Merci aussi, Nicolas, d'être venu. Merci à toi, Guillaume.
C'était un plaisir. On embrasse les associés qui sont... Il y en a un qui est là, c'est ça? Il y en a un qui est là et tous à fond. Et tous à fond. Bon courage et bravo pour Abi à Merci beaucoup. 30 ans tout pile. Je vous embrasse fort les amis, on se retrouve 3 fois par semaine sur Légende. Mercredi, vendredi et dimanche. À bientôt tout le monde.